Alors, comment notre monde, ce monde à la fois si riche et pourtant si terriblement inégal, comment est-ce qu'il a vu le jour? Pour vraiment comprendre, il faut faire un bond en arrière, un grand bond, bien avant l'époque des usines et des grands empires qu'on a en tête. Et ce voyage, il nous emmène loin, plus de 400 ans en arrière. À une époque où, il faut bien se l'imaginer, le cœur économique du monde ne battait pas du tout en Occident, non, il était en Chine. Et là-bas, il y avait une chose qui comptait plus que tout, l'argent. Pas l'argent au sens large, non, le métal. L'argent, c'était bien plus qu'une simple monnaie, c'était le carburant de toute l'économie. Une véritable obsession. Et tout part d'une seule décision. Une décision de l'empereur de Chine. Il décrète que tous les impôts doivent être payés en argent. Et là, tout change. Imaginez un peu, du jour au lendemain, la plus grande économie du monde a une soif inextinguible de ce métal. C'est ce qui va littéralement créer le premier commerce mondial. On va chercher l'argent jusqu'aux Amériques, dans les mines espagnoles, pour l'envoyer par tonnes en Asie sur ces fameux galions de Manille. Ok, alors la question c'est comment ce monde, qui tournait autour de l'argent et de la Chine, a-t-il pu être complètement chamboulé? C'est l'histoire qu'on va suivre ensemble. On va d'abord voir comment cette demande chinoise a sculpté le commerce, ensuite on partira en Europe à la recherche de l'étincelle qui a tout changé, on verra comment cette étincelle a nourri les empires, puis provoqué un basculement de pouvoir spectaculaire, et enfin on regardera ce qui nous reste de tout ça. Un héritage compliqué, fait de richesses et d'inégalités. Allez, c'est parti. Première étape, ce monde assoiffé d'argent. Il faut bien se remettre dans le contexte. Avant la révolution industrielle, avant que l'Occident ne domine tout, le patron, c'était la Chine. C'était son appétit pour un seul et unique produit, l'argent, qui faisait tourner l'économie mondiale et qui dictait sa loi sur tous les océans. Le mécanisme était d'une simplicité redoutable, mais d'une puissance incroyable. D'un côté, on a l'argent, extrait dans des conditions atroces au fin fond des Amériques. Cet argent traverse tout le Pacifique, on parle de 50 tonnes par an en moyenne, c'est énorme, pour arriver en Chine et payer les taxes. Et de l'autre côté, ce même flux d'argent va financer tout l'âge d'or de l'Empire espagnol. Mais au final, le grand chef d'orchestre de tout ça, c'était bien la Chine. Mais voilà, pendant que la Chine était au centre de tout, quelque chose commençait à bouger de l'autre côté du monde, en Europe. Une petite étincelle, qui allait bientôt mettre le feu aux poudres. Et cette étincelle, elle naît en Grande-Bretagne. C'est là que les choses vont commencer à basculer et à changer la face du monde pour de bon. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, cette révolution ne commence pas dans une usine avec de la fumée et du bruit. Non, non, tout commence dans les champs. C'est la révolution agricole. Avec ce qu'on a appelé le mouvement des enclosures, on privatise les terres qui étaient communes. Résultat, plein de paysans se retrouvent sans rien et sont obligés de partir. Alors oui, ça a permis d'augmenter la production de nourriture, mais l'effet le plus important, c'est que ça a créé une immense réserve de main-d'œuvre, des gens prêts à tout pour trouver du travail en ville, pile ce qu'il fallait pour les usines qui commençaient à apparaître. Et en même temps, il y a un un changement dans les têtes cette fois, l'arrivée du capitalisme. L'idée, c'est simple, l'argent privé n'est pas fait pour dormir, il doit être investi pour rapporter encore plus d'argent. Le profit devient le moteur. Et on voit apparaître des géants, des multinationales avant l'heure, comme la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Eux, leur but, c'est pas la gloire d'un roi, c'est le profit pour leurs actionnaires. Alors, mettez tout ça ensemble, une main-d'œuvre abondante et du capital prêt à être investi, qu'est-ce que ça donne? Une explosion d'inventions. C'est une vraie réaction en chaîne, tout s'accélère. La machine à vapeur aide à sortir plus de charbon, le charbon fait tourner les usines textiles, et bientôt on construit ces usines en acier, un acier devenu pas cher grâce à une nouvelle invention. Le progrès technique devient vertigineux. Le problème avec cette nouvelle machine industrielle, c'est qu'elle a une faim de loup, un appétit insatiable. Elle a besoin de matières premières, de plus en plus. Et pour les trouver, il faut aller les chercher partout dans le monde. Et souvent, pas en demandant gentiment. C'est là qu'on comprend comment cette révolution industrielle est devenue le moteur, le carburant des empires coloniaux. Pour bien se rendre compte de cet appétit, il suffit de regarder un seul produit, le coton. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est juste hallucinant. En à peine 100 ans, les importations de coton en Grande-Bretagne sont multipliées par plus de 200. Les usines tournent à plein régime, elles dévorent le coton. La question, évidemment, c'est d'où il venait, tout ce coton. Et là, la réponse est brutale. Il venait des plantations esclavagistes du sud des États-Unis, qui se sont développées à une vitesse folle pour répondre à cette demande. Et l'invention du cotton gin, cette machine pour égrener le coton, a rendu l'esclavage encore plus rentable. Les profits des industriels à Manchester étaient directement liés à la souffrance des esclaves en Amérique. C'est aussi simple et terrible que ça. En parallèle, les Britanniques avaient un autre énorme problème sur les bras, un problème commercial avec la Chine. En fait, ils étaient devenus complètement accros au thé chinois. Ils en achetaient des quantités astronomiques.
Le souci, c'est que les Chinois, eux, ne voulaient quasiment rien acheter en retour. Le seul truc qui les intéressait, c'était d'être payés en argent, le métal. Résultat, tout l'argent des Britanniques filait directement en Chine. C'était une vraie hémorragie financière. C'est là que la Compagnie des Indes orientales va trouver sa solution. Une solution d'un cynisme total, mais terriblement efficace. Cette solution, c'est l'opium. Ils le cultivent en Inde, qui est sous leur contrôle, et l'introduisent en contrebande en Chine pour rendre la population accro. Et ça marche. Ça marche tellement bien que le commerce s'inverse complètement. Maintenant, c'est l'argent chinois qui file vers la Grande-Bretagne. Évidemment, l'empereur de Chine finit par réagir et tente de stopper ce trafic de drogue à grande échelle. La réponse de la Grande-Bretagne ? La guerre. Grâce à sa nouvelle puissance militaire industrielle, elle n'a aucun mal à écraser l'armée chinoise. Elle force la Chine à ouvrir son marché et à signer des traités complètement à son désavantage. Pour les Chinois, c'est le début d'une période sombre qu'ils appellent encore aujourd'hui le siècle d'humiliation. Donc on le voit bien, ce n'était plus juste une histoire de thé ou d'opium, c'était beaucoup plus profond. C'était un véritable basculement du pouvoir mondial. En moins de 200 ans, les cartes ont été totalement redistribuées. C'est ce que les historiens appellent la grande divergence. Et ce tableau, il est sans appel. Il montre cette grande divergence de manière spectaculaire. Regardez bien. En 1750, le reste du monde, c'est-à-dire principalement la Chine et l'Inde, représente presque 75% de la production industrielle mondiale. L'Europe et les États-Unis, des miettes. Maintenant, on fait un saut de 150 ans en 1900. La situation s'est retournée comme une crêpe. L'Occident est ultra dominant et la part du reste du monde s'est littéralement effondrée. Et bien sûr, ce pouvoir économique va de pair avec le pouvoir politique et militaire. Avec leurs nouvelles technologies, leurs nouvelles armes, les nations européennes se sentent tout permis. Elles vont se lancer à la conquête du monde et redessiner les frontières à leur guise, uniquement pour servir leurs propres intérêts. L'exemple le plus criant de ça, c'est sans doute la conférence de Berlin. Officiellement, sur le papier, les diplomates européens sont là pour la paix, l'humanité et pour mettre fin à l'esclavage. La belle affaire. En coulisses, la réalité est tout autre. Ils se partagent l'Afrique comme on se partage un gâteau. On tire des traits à la règle sur une carte sans se soucier une seconde des populations locales. Et ça va mener à des catastrophes et à une exploitation brutale, comme au Congo du roi Léopold II, où des millions de personnes vont mourir. Bon, on arrive à la fin de cette histoire. Au final, quel est le bilan ? Qu'est-ce qui nous reste de cet enrichissement mondial, de ce grand basculement ? Eh bien, c'est une médaille à deux faces, vraiment. D'un côté, il y a une création de richesse absolument inédite. Des biens, du confort, du moins pour une partie de la population, la nouvelle bourgeoisie industrielle et financière. Mais de l'autre côté, le revers de la médaille est terrible. Des conditions de travail inhumaines pour les ouvriers, le travail des enfants, des villes surpeuplées et insalubres. Et surtout, la création d'inégalités massives, à la fois à l'intérieur des pays et entre les différentes régions du monde. S'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-là, 11%. En 1900, c'est tout ce qui reste de la part de production du reste du monde, alors qu'on partait de 73% 150 ans plus tôt. Ce chiffre, à lui seul, il raconte toute l'histoire de ce renversement économique, un renversement dont on ressent encore les secousses aujourd'hui. Voilà comment le cocktail technologie, capital et usage de la force a complètement redessiné la planète. Il nous a laissé un monde matériellement plus riche, c'est indéniable, mais il a aussi gravé dans le marbre des inégalités profondes, des structures de domination dont il est encore très difficile de se défaire. Alors, la grande question qui reste posée aujourd'hui, c'est comment fait-on pour construire un monde plus juste sur les fondations de ce passé si complexe ?